Bonjour à tous et à toutes. J'ouvre notre colloque 2025 de la FMJF. Et je dois dire que notre dernier colloque qui a eu lieu, que depuis notre dernier colloque qui a eu lieu en juin 2024, la justice des mineurs, tant civile que pénale, n'a cessé d'être au centre des attentions. La justice pénale est sans cesse pointée du doigt et remise en question, malgré l'entrée en vigueur récente du CJPM. Notre association n'a cessé de rappeler, et nous continuerons de le faire, l'importance de garantir les principes fondamentaux de la justice des mineurs et sa fonction éducative essentielle et primordiale pour assurer la sécurité de chacun. La justice civile également, qui participe d'un système de protection de l'enfance à bout de souffle. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale a souligné en 2025 l'ensemble des manquements des politiques publiques de protection de l'enfance. Nous avons choisi de centrer notre colloque aujourd'hui, en tout cas sur cette journée et même sur la journée de demain, sur la justice civile au regard de ces constats, parce que les constats sont là. Nous assistons à une augmentation de près de 50% du nombre d'enfants suivis en protection de l'enfance en 25 ans, quasi exclusivement dans un cadre judiciaire. Et les délais d'exécution des mesures ont explosé, dans un contexte de difficultés de financement et de recrutement des travailleurs sociaux. Désormais, les placements sont majoritaires à 57%, en particulier les placements des plus jeunes enfants, alors qu'ils devraient être l'exception. Beaucoup d'enfants placés le restent longtemps et multiplient les lieux de placement différents, avec un maintien d'un lien distant avec leurs parents, plutôt qu'une adaptation du statut de l'enfant ou une adoption. 25% des SDF ont un parcours de protection de l'enfance. Les enfants placés sont principalement accueillis en institution, plutôt qu'en famille d'accueil, et très rarement au sein de leur propre famille. 8% seulement, quand on atteint 50% dans la plupart des autres pays. Or, on constate aussi des actes de maltraitance ou de dysfonctionnement à certains moments au sein des lieux d'accueil. La crise est très grave. Tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut des changements importants et urgents dans notre système de protection de l'enfance. Pourtant, 3 grandes lois ont tenté de corriger les défaillances. En 2007, avec l'introduction de la subsidiarité de la protection judiciaire et la création du projet pour l'enfant. En 2016, avec l'adaptation du statut aux besoins fondamentaux des enfants. Et en 2022, avec la priorité de l'accueil familial. Or, les rapports parlementaires et de la Cour des comptes soulignent qu'elles sont peu ou pas appliquées. 80% des mesures étaient judiciaires en 2006, 82% en 2025. On ne peut que constater l'homéostasie d'un système qui ne parvient pas à se réformer. Plus nous creusons la question, plus il apparaît que notre hyper-judiciarisation repose sur un grand manque de confiance des acteurs les uns envers les autres. Manque de confiance à l'égard des parents tout d'abord. Les juges et les services sociaux les estiment souvent incapables de prendre eux-mêmes des décisions protectrices pour leur enfant ou d'adhérer volontairement aux aides proposées. Ne savent pas toujours repérer leurs capacités ni les soutenir suffisamment pour construire des compétences éducatives. Un manque de confiance envers les familles élargies, avec l'idée que les dysfonctionnements parentaux proviennent forcément de l'histoire familiale. Un manque de confiance des juges à l'égard des services sociaux, estimés incapables de respecter les droits des familles. Manque de confiance des services à l'égard des juges, souvent estimés trop favorables aux parents. Et nous pourrions aujourd'hui ajouter aussi le manque de confiance envers le juge aux affaires familiales, qui juge dans des délais trop importants, n'est pas spécialisé et ne serait pas suffisamment conscient des besoins de protection de l'enfant. Cela incite les parents à se tourner vers le juge des enfants. Notre gouvernement, aujourd'hui, confirme ce manque de confiance avec le projet d'OSE qu'il souhaite confier à un juge des enfants, alors que c'est une mission qui relève normalement du juge aux affaires familiales, suspendre des droits ou attribuer la jouissance du logement familial, avec le risque d'aggraver une confusion à laquelle la Cour de cassation essaye de mettre meilleur ordre et, en passant, de noyer nos tribunaux pour enfants de situations qui n'ont rien à y faire. Et je rajouterai aussi les dispositifs de protection de l'enfance. La place du juge des enfants dans notre système est singulière, à la fois omniprésent et souvent rongé d'un sentiment d'impuissance. Pour autant, son intervention est encore très fortement sollicitée, dans une place de tiers symbolique, plutôt que d'évoluer vers un travail de co-construction avec les parents. Bien sûr, dans de nombreux cas, les parents ne sont pas en capacité de reconnaître leurs difficultés ou d'adhérer pleinement au soutien proposé. Bien sûr, certains parents dysfonctionnels ont des familles dysfonctionnelles. Mais si nous sommes un peu sérieux, affrontons notre réalité. Non, nous n'avons pas 82% des parents de nos 400 000 enfants en protection de l'enfance qui ne peuvent pas adhérer pleinement au soutien proposé. Et non, nous n'avons pas 93% de nos enfants confiés
qui n'ont aucune ressource stable dans leur environnement qui aurait pu assurer leur protection. Et nous ne pouvons pas affirmer que les familles françaises sont à ce point plus carencées que dans les autres pays. Cela nous a amenés à la FMJF à questionner notre place dans le système, pour nous interroger sur les moyens que nous avons d'impulser les changements nécessaires. Sur cette question de l'application des lois de protection de l'enfance, nous en sommes garants aussi. Nous sommes garants des droits et des libertés fondamentales et de la bonne application de la loi. Certes, nous n'avons pas de pouvoir de contrainte sur les conseils départementaux quand les mesures ne sont pas exécutées. Mais nous avons le pouvoir d'essayer de faire mieux respecter les priorités de la loi en gardant toujours en tête, en boussole principale, les besoins fondamentaux de l'enfant et son intérêt supérieur. Nous avons donc des leviers. Et parmi les premiers, faire mieux respecter la place des parents lorsqu'ils montrent des capacités et des préoccupations parentales, tout en sachant aussi mieux repérer les incapacités parentales durables et en prendre acte. Donc appliquer la subsidiarité, la priorisation du soutien en milieu ouvert, mais aussi les adaptations du statut dès que possible lorsqu'elles sont nécessaires, afin de sécuriser les projets de vie des enfants. Mais aussi s'appuyer sur notre loi, afin de garantir vraiment la priorisation des accueils dans la famille élargie, en exigeant que les services puissent se donner les moyens d'aller rechercher les ressources de l'environnement de l'enfant et d'accompagner et de soutenir les proches accueillant un enfant. Ce levier est majeur. Si nous nous approchions seulement de ce qui se fait dans la plupart des autres pays, notre système de protection de l'enfance pourrait, avec les moyens actuels dont il dispose, mieux accompagner les enfants et sécuriser leur parcours, mieux exécuter les décisions judiciaires à bref délai, diminuer la tension sur les lieux de placement pour mieux adapter le choix du placement aux besoins de l'enfant. C'est pourquoi nous avons choisi de consacrer notre première journée à ces leviers qui sont entre nos mains. Et nous avons donc un programme qui va vraiment dans ce sens aujourd'hui, avec tout d'abord ce matin Paul Nixon. Paul Nixon qui va venir nous présenter les conférences familiales. Nous avons choisi de faire venir un intervenant international qui a l'expérience de ce qui se passe dans les autres pays pour justement pouvoir mieux comprendre ce qui se fait, comment ça se fait et pouvoir faire évoluer nos propres pratiques. Donc, il va nous présenter ces conférences de groupe familial qui existent vraiment dans de nombreux pays maintenant aujourd'hui, qui est un mode d'intervention aux côtés des familles et qui révolutionne le regard porté sur la famille, en permettant de favoriser le développement des compétences, de faire confiance et de s'appuyer sur la famille élargie et les ressources plus larges de l'environnement comme alliés de protection et non comme adversaires. En début d'après-midi, nous aurons Caroline Dubreuil de l'ASE du Nord, qui nous montrera comment replacer ces interventions dans la perspective d'un projet de vie pour l'enfant, et aussi de déterminer des solutions à long terme, préférables pour les enfants, comme le démontre une recherche comparée entre le Québec et la France menée par Caroline Siffrin-Blanc, universitaire, qui sera là également avec nous cet après-midi. En fin d'après-midi, nous aurons un dialogue entre chercheurs et praticiens, qui nous montrera comment sortir de notre exception française de mise à l'écart des familles et de l'institutionnalisation, avec Lucille Basse, chargée d'études à l'ONPE, qui présentera la synthèse d'une recherche sur l'accueil de l'enfant par un proche, Anne Devrez, présidente du Conseil national de la protection de l'enfance et sous-directrice prévention-protection à l'enfance de Paris, Mohamed Lousni, directeur de l'association Rétis de Haute-Savoie, et je serai également sur cette table ronde. Demain, nous vous présenterons les résultats des travaux de nos 2 groupes de travail sur 2 grands sujets, le placement à domicile, enfin les suites du placement à domicile suite aux décisions de la Cour de cassation, et donc plus largement nos propositions sur le devenir des interventions en milieu ouvert, et également l'articulation des missions entre le juge des enfants et le JAF, qui est très fortement au centre de l'actualité, avec donc ce projet d'ordonnance de sûreté de l'enfant. Ces groupes de travail viennent nourrir les avis que nous donnons au ministère et au Parlement lorsque nous sommes sollicités. Et je tiens à ce sujet à remercier vivement tous les participants à ces 2 groupes qui ont mené des travaux passionnants avec une grande liberté de parole et une grande créativité qui nous permet aujourd'hui d'être force de proposition. Nous avons également mené ces travaux dans l'objectif de mieux exercer notre mission de garant des droits et des libertés fondamentales, en gardant toujours en tête, en boussole principale, ses besoins fondamentaux de l'enfant et son intérêt supérieur. Voilà pour l'introduction de notre colloque, mais nous avons aussi souhaité en introduction inviter notre nouveau directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, Thomas Le Sieur, qui, par ailleurs, nous a annoncé hier un certain nombre de projets qui sont portés par notre ministre, et notamment autour du placement au pénal, des centres éducatifs fermés. Et je pense que c'est très intéressant, monsieur le directeur, que vous puissiez nous en toucher quelques mots aujourd'hui, et également peut-être la participation de la direction
puisque je n'en ai pas parlé dans mon introduction, mais au projet de loi en cours, puisque on a parlé du projet de loi sur l'ordonnance de sûreté de l'enfant, mais il y a aussi un projet de loi enfance qui est en cours. Nous participons activement aux travaux à la FMJF, au groupe de suivi de ce projet de loi enfance, et auquel participe la protection judiciaire de la jeunesse, qui n'est pas seule sur le projet de loi enfance, mais vous nous l'expliquerez, avec d'autres ministères, mais qui participe activement, et les travaux, malgré toute l'instabilité qu'on peut connaître du côté gouvernemental, les travaux ont commencé, se poursuivent, et nous vous remercions vivement d'être là parmi nous aujourd'hui, monsieur le directeur, et de pouvoir nous en toucher quelques mots. Merci Madame la Présidente pour cette introduction et votre accueil, votre invitation à me donner la parole. Les liens entre votre association et la DPJJ sont anciens, ils sont constants. On a eu l'occasion de se rencontrer et vraiment je crois que ma présence parmi vous ce matin est une illustration de la confiance réciproque qui existe entre votre association et la DPJJ, mais plus largement à travers ce que vous représentez dans cette association, l'ensemble de l'autorité judiciaire et les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse. Monsieur le Président du tribunal judiciaire, Mesdames les Présidentes des tribunaux pour enfants, Mesdames et Messieurs qui êtes présents pour soutenir, accompagner cette association, mais aussi, surtout, pour votre implication, parce que vous êtes impliqués dans la protection de la jeunesse. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous dire quelques mots en cette année, les 80 ans de la protection judiciaire de la jeunesse. Alors, au regard du programme de la journée, dont l'intérêt et la qualité méritent d'être soulignés, j'avais prévu une intervention sur le même thème. Mais en effet, et en accord avec la Présidente, il peut être utile que je revienne davantage, et donc parfois un petit peu en décalage avec la thématique de votre journée, sur les annonces faites par le garde des Sceaux hier matin aux rencontres de la justice des mineurs. Ces annonces portent sur les grandes orientations que le ministre souhaite impulser à la protection judiciaire de la jeunesse et de façon même plus large à la justice des mineurs. Et cette intervention avait lieu 3 mois après ma prise de fonction. Ça correspondait au calendrier que le ministre avait indiqué dans la lettre qu'il a adressée à l'ensemble des agents de la PJJ et plus largement aux agents du ministère de la Justice. Les grandes orientations qu'il souhaite porter portent d'abord, et je vais en dire un mot parce que c'est effectivement important de l'évoquer, sur la protection de l'enfance. Le ministre me demande et demande aux administrations du ministère de reprendre davantage pied dans la protection de l'enfance. À cet effet, il souhaite coporter le projet de loi de refondation de la protection de l'enfance qui fait suite au rapport parlementaire du mois d'avril dernier par Madame la députée, son nom m'échappe alors que tout le monde la connaît, Madame Santiago, pardonnez-moi, parfois des trous de mémoire sur les noms. Et ce rapport Santiago dresse un constat très lourd, mais en même temps très connu des professionnels de la protection de l'enfance. Et le projet de loi de refondation de la protection de l'enfance vise à répondre à ces difficultés et d'ailleurs répond aussi à un certain nombre des points que vous avez présentés dans votre introduction, Madame la Présidente. Donc c'est un élément fort de positionnement du ministère en disant que le projet de loi doit être coporté par nos 2 ministères. Mais les lois, et vous l'avez rappelé, parfois restent impuissantes à changer la réalité. C'est vrai par exemple du principe de subsidiarité, vous avez donné les chiffres, ils sont frappants. Un principe est énoncé et pourtant les taux restent les mêmes. La protection de l'enfance reste une situation extrêmement, très majoritairement judiciarisée, malgré ce principe de subsidiarité. Donc je ne veux surtout pas porter malchance à ce projet de loi. C'est important qu'il y ait des ajustements législatifs, mais ça ne suffit pas. Et ça ne suffit jamais parce que la réalité, elle se situe dans la pratique des professionnels, dans la pratique des acteurs et dans la mobilisation. À cet égard, l'orientation qui m'est donnée,
qui est donné à la PJJ de reprendre pied dans la protection de l'enfance doit se traduire d'une façon adaptée. Je tiens à le dire avec force, la PJJ n'est plus opératrice de protection de l'enfance depuis le milieu des années 2000. Elle n'a pas vocation à redevenir opératrice de la protection de l'enfance. Autrement dit, nous n'allons pas reprendre en placement des enfants au civil. On peut avoir un débat et le déplorer, mais nous avons une mission au pénal qu'il est déjà difficile d'assumer et nous manquons de place. Et puis les proportions sont sans commune mesure. La PJJ, c'est 10 fois moins de budget que la somme qui est allouée par les départements à la protection de l'enfance. Donc ce ne serait pas une réponse. En revanche, reprendre pied dans la protection de l'enfance, ça veut dire jouer un rôle. Mes équipes mettent souvent dans les discours qu'ils me donnent un rôle de clé de voûte de la protection de l'enfance. Je trouve que c'est bien noble et bien audacieux de s'imaginer clé de voûte. Je dirais plutôt factotum, je dirais plutôt trait d'union. Je crois que la PJJ doit, et ça fait partie de ses missions, se situer au carrefour, à l'interface, à la transmission d'informations, à la facilitation, au soutien, à l'appui et parfois aussi au contrôle, voire à l'impulsion des différents acteurs pour faciliter les choses pour chacun. Par rapport aux décisions de justice qui restent parfois inappliquées, eh bien, la PJJ doit pouvoir intervenir auprès des conseils départementaux. Ça doit faire partie de son offre de service pour aller interroger les acteurs sur les raisons pour lesquelles telle ou telle décision, alors peut-être pas de façon unitaire, mais quand les proportions deviennent inacceptables ou que les délais deviennent particulièrement élevés, et parfois c'est le cas, la PJJ doit pouvoir intervenir. Elle est présente dans toutes les instances, mais cette présence doit être plus dynamique, plus proactive, plus intensive. Vous voyez, on va essayer de changer les choses, non pas de façon radicale parce que la loi aura changé, parce que d'un seul coup on aura réorganisé, mais en mettant plus d'énergie, plus d'intensité dans l'action. Ce ne sera pas magique, ça ne va pas changer la situation radicalement de la protection de l'enfance qui est soumise à des pressions et des difficultés dont les réponses relèvent d'autres institutions que la mienne. Mais la place que la PJJ peut jouer pour améliorer le système, elle la jouera pleinement dans les prochains mois et les prochaines années. Nous en avons la capacité. Une autre orientation qu'a donnée le ministre et sur laquelle il a fait un développement hier et sur lequel je veux prendre un petit peu de temps, vous l'avez abordé très rapidement, Madame la Présidente, c'est le constat partagé depuis leur création que les centres éducatifs fermés ne font pas consensus. Des doutes se sont toujours exprimés sur le concept. Je dis bien le concept, pas forcément l'engagement des acteurs qui y travaillent, il ne faut pas confondre les deux, mais le concept fait débat et il n'a jamais été en mesure de démontrer son efficacité. Il y a eu des rapports, il y a eu des études, on n'a jamais réussi à mettre en place les outils de suivi dans la durée, des suivis de cohorte, des suivis longitudinaux qui permettent de faire des études comparatives robustes, solides, démontrant que cela fonctionne ou que cela ne fonctionne pas. Parce que d'ailleurs, la démonstration que ça ne fonctionne pas n'est pas davantage apportée. Mais ce doute et cette difficulté récurrente, le ministre souhaite en tirer les conclusions et dire si ça ne convient pas, il faut faire autre chose. Parce que ce qui est certain, c'est que ces centres éducatifs fermés, dans leur concept, étaient dotés de moyens supplémentaires, additionnels, par rapport aux foyers, aux UEHC dans notre jargon, de la PJJ. Alors, ce n'est pas une question de jalousie, mais si ces moyens ne donnent pas des effets additionnels, comme contribuable, il est logique de se poser la question. Et l'observation fine de ces comparés entre les foyers et les CEF tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, eh bien, le constat, c'est que les jeunes ont à peu près les mêmes profils, parce que comme notre système est sous forte tension, je ne vous l'apprends pas, eh bien, l'autorité judiciaire est amenée à placer un peu là où il y a de la place et à ne pas toujours suivre la hiérarchie stricte qui est inscrite dans le Code de justice pénale des mineurs, avec ce statut spécifique qu'occupe le CEF, qui ne relève pas du Code de l'action sociale et des familles, qui ne relève que du Code de justice pénale des mineurs, mais qui n'est pas non plus un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Donc
Cette hiérarchie n'est finalement pas toujours mise en œuvre parce qu'il faut bien trancher, décider, placer un enfant quand c'est la solution que le juge estime la meilleure. Et donc dans la réalité, nous avons les mêmes profils dans les CEF et dans les UHC. Nous avons les mêmes taux de fugue dans les CEF et les UHC. Nous avons à peu près tout qui est similaire en réalité, sauf que ça coûte plus cher. Alors l'orientation qu'il m'est donnée à présent, c'est de faire une transformation et de prendre les 19 CEF publics. On va laisser de côté les CEF qui sont gérés par le secteur associatif, parce que d'abord, il faut qu'on en parle avec eux, et parce que le cadre n'est pas exactement le même, chacun le comprend bien. Mais nous allons prendre les 19 CEF publics, nous allons les requalifier en UEHC, les foyers classiques, et on va ainsi réduire les effectifs dans ces structures. Mais ces effectifs, on va les redéployer. On va les redéployer pour mettre en œuvre les priorités que donne le ministre, la priorité à l'éducation et la priorité à la santé. La priorité à l'éducation passera par le fait de recruter des professeurs techniques dans la spécialité culture et savoir de base, afin que dans tous les foyers, pas seulement les anciens CEF publics qu'on aura requalifiés en UHC, mais l'ensemble des 66 UHC actuels et 19 CEF publics requalifiés, donc au total 85 lieux de placement. Dans ces 85 lieux de placement, par rapport à la maquette actuelle des foyers, nous allons ajouter un professeur technique et, pardon, c'est un peu technique, mais un demi-ETP d'infirmière. En fait, ça permettra d'avoir une infirmière ou un infirmier dans chaque foyer, dans chacun de ces 85 futurs foyers, et un professeur technique dans chacun de ces 85 futurs foyers, en plus du psychologue, en plus des éducateurs, en plus des cadres et des professionnels qui exercent déjà dans ces foyers. Donc vous voyez, on prend les 19, on enlève un peu de moyens, on les répartit pour plus d'éducation et plus de suivi sanitaire, et remontant la capacité de l'ensemble de ces structures à accompagner nos jeunes qui sont placés. Pourquoi des professeurs techniques ? Eh bien, parce qu'ils ne relèvent pas du statut de l'éducation nationale et que personne n'y voit une agression contre l'éducation nationale, mais c'est quand même compliqué de ne pas avoir de professeurs pendant les vacances scolaires. C'est quand même pas très acceptable. Et donc la présence d'un professeur technique, qui n'est pas présent aujourd'hui dans les UHC, permettra d'assurer un continuum de suivi éducatif, en tout cas une plage de présence plus importante tout au long de l'année. Ça nous semble plus adapté aux besoins des jeunes. Il faut réfléchir aussi, et ça a été fait, aux conséquences de ce choix de renoncer aux CEF du secteur public. Je précise et j'insiste, les CEF du secteur associatif demeurent, et donc la réponse CEF pourra toujours continuer à être exercée, au moins dans une phase transitoire. Le ministre a bien dit qu'il ne souhaitait pas modifier la loi dans l'immédiat, pour des raisons que chacun imagine bien, dans le contexte politique et institutionnel que nous connaissons. Mais il y aura une question, et ça vous concerne, vous qui êtes juge des enfants, quelle est la réponse alternative ou la manière de répondre face à une situation qui, jusqu'à présent, vous aurait conduit, vous, juge des enfants, à décider d'envoyer un mineur dans un CEF. Est-ce qu'il faut aller vers l'incarcération ? Ce n'est pas ce que nous pensons. Il faut donc prévoir les conditions dans lesquelles, dans ces nouveaux foyers, alors qu'on va rebaptiser unité judiciaire à priorité éducative, vous savez, comme l'amour des acronymes caractérise l'administration, et donc nos UHC vont devenir des UJPE. Et donc ces futures UJPE, il faut qu'elles aient la capacité, la force de conviction auprès des juges des enfants, afin que, en confiance, ces juges se disent, eh bien, la réponse CEF n'est plus là, mais la réponse UJPE est adaptée. Pour que cette réponse soit adaptée, il faudra probablement utiliser, peut-être davantage qu'aujourd'hui, le contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire pour
désigner le lieu de placement, le contrôle judiciaire pour prescrire le régime horaire et de présence dans l'établissement, plus ou moins strict en fonction des faits, du projet, du rapport éducatif de la PJJ, mais aussi, et c'est prévu par les textes, même si ce n'est pas toujours très utilisé, mais le ministre va, dans une circulaire, dire aux procureurs de la République et aux agents de la PJJ, mais bien sûr le siège sera en copie de cette circulaire, il va indiquer que ce contrôle judiciaire mérite davantage de comporter aussi des aspects éducatifs. Aujourd'hui, souvent, les mesures éducatives sont exclusivement inscrites dans les MEJ et l'ensemble des instruments prévus par le Code de justice pénale des mineurs. Inscrire aussi certaines mesures éducatives dans le contrôle judiciaire, ce n'est pas toujours intuitif en tout cas pour les agents de la PJJ avec lesquels j'en ai parlé, et donc peut-être aussi pour les juges des enfants, mais c'est prévu par le Code, et en réalité, ça peut devenir un relais extrêmement intéressant et puissant pour les éducateurs eux-mêmes qui me disent, depuis 3 mois, je découvre la PJJ et je vais sur le terrain, je rencontre des éducateurs, des professionnels, et ils me disent quand même en placement, ce qui est dans le jugement, et plus particulièrement ce qui est dans le CJ, ça les jeunes, ils le lisent. Hein. Ils le lisent. Ça leur est pas indifférent. Et donc c'est aussi un relais pour l'éducateur de dire mais ça c'est une obligation qui est très forte, sinon la révocation de ton CJ est possible. Donc il y aura une directive, une circulaire indiquant la promotion de ce CJ éducatif, encore une fois, pour éviter que face à la suppression d'une des réponses pénales possibles à travers le CEF secteur public, il n'y ait pas la tentation ou la conséquence funeste d'augmenter le taux de détention. Au fond, les caractéristiques du CEF, quand elles sont nécessaires, c'est-à-dire la contenance, elles peuvent être transposées via le contrôle judiciaire sur l'individu. Ça révolutionne un peu la pratique des professionnels de la PJJ. C'est une grosse transformation, d'abord parce que il y a des questions de personnel. J'ai dit qu'il y aurait moins de postes dans les actuels CEF publics, donc je me rendrai juste après mon intervention. Je ne pourrai malheureusement pas rester avec vous parce que je me rends au CEF de Savigny pour rencontrer les professionnels et leur expliquer la démarche et dialoguer avec eux, puisque leur situation va évoluer, leur cadre de travail va évoluer. Donc c'est une transformation sociale qui est importante. C'est aussi une transformation des métiers, parce que ça veut dire avoir davantage dans ces foyers, dans ces UJPE, des profils variés. C'est déjà un petit peu la réalité, mais ça va s'intensifier. Et donc il faut gérer des programmes très individualisés, alors que les programmes étaient souvent plus collectifs dans la pratique actuelle. Donc c'est un gros changement, ce n'est pas qu'un bricolage technique, mais c'est le choix politique de tirer les conséquences d'un débat qui a maintenant 23 ans pour continuer à faire avancer la justice des mineurs dans une logique plus éducative et plus sanitaire. Dans ce qui a été annoncé hier et sur lequel je voudrais revenir, je suis un petit peu long mais je vais bientôt conclure, il a aussi été abordé la question des téléphones portables. Le ministre souhaite, dans la circulaire qu'il va adresser à l'ensemble des professionnels de la PJJ, indiquer d'une part qu'il souhaite que dans ces futures UJPE, unités judiciaires à priorité éducative, le principe soit l'interdiction de la détention de téléphones portables par les mineurs. Et il va demander aussi aux professionnels de la PJJ de cesser d'utiliser leur téléphone portable en présence des mineurs, dans une logique d'exemplarité. Ça peut vous paraître original, mais dans les lieux de placement, c'est un enjeu important. J'ai pu le constater. Il y a parfois la tentation de passer quand même un peu trop de temps sur son portable. Ça m'arrive, je suis le premier addict, mais face à un jeune, c'est inapproprié. Donc ça fait partie des choses qu'il a annoncées, je voulais le partager avec vous. À travers donc ces éléments, les grandes priorités du ministre sont indiquées. Je précise aussi, parce que c'est la masse des dossiers qui sont, et des jeunes surtout, qui sont suivis dans ce cadre, il a aussi évoqué le renforcement des moyens en milieu ouvert pour donner la priorité au milieu ouvert.
Le milieu ouvert, vous le savez, subit assez fortement la charge induite par les évolutions du CJPM par rapport à l'ordonnance de 1945, qui en concentrant le temps judiciaire, ce qui est une bonne chose, le raccourcissement des délais semble une bonne chose, en tout cas c'est ma conviction, mais en concentrant le temps, si on fait autant de choses en moins de temps, on a plus de travail, ça c'est arithmétique. Et donc il faut renforcer les moyens du milieu ouvert, et le ministre y avait déjà annoncé qu'il y aurait 70 emplois créés au budget qui seraient alloués au milieu ouvert, a pu annoncer hier que ces 70 étaient portés à 150 emplois, ce qui permettra l'été prochain d'augmenter à cette hauteur le nombre de postes offerts aux titulaires dans les différents services de milieu ouvert, ce qui est une augmentation substantielle. Il y aura toujours débat pour savoir si c'est suffisant, mais c'est tout de même un pas significatif et je voulais vous le partager. Donc, une priorité au milieu ouvert, un renforcement des lieux de placement au moyen de la suppression des CEF publics. Quand je dis suppression, vous avez compris, c'est requalification. Les lieux restent en place et on garde les places disponibles, les chambres, etc., les infrastructures. Et puis, cet enjeu de la protection de l'enfance qui passe aussi, et notamment, le ministre l'a indiqué avec force, par la lutte contre la prostitution des mineurs et l'intensification, puisqu'il a annoncé que le président de la République et le Premier ministre souhaitaient en faire une priorité nationale. Voilà, en quelques mots, peut-être trop long, mais peut-être était-il utile de revenir sur ces annonces de façon plus détaillée que ce qu'un discours politique permet de faire. Je pense que je vais conclure en vous souhaitant, bien entendu, une très bonne journée de travail centrée sur ces enjeux de protection de l'enfance et en vous renouvelant ma gratitude pour votre implication au service de la protection de notre jeunesse et en souhaitant surtout longue vie à cette belle association partenaire de la PJJ dont nous avons beaucoup besoin. Merci à vous, merci à tous. Merci, Monsieur le Président. Merci. Bon, finalement, je suis bien là, je reste ici. Bonjour Monsieur le Directeur, je vais me présenter d'abord. Donc Manon Conan, juge des enfants au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. J'ai une toute petite question suite à vos propos, puisqu'elle a indiqué qu'il y a cette transformation donc des CEF en foyer plus classique, sans changement de la loi. Sauf que du coup, ça apporte une petite inquiétude de ma part pour notamment les mineurs âgés de moins de 16 ans, pour lesquels, pour la détention provisoire, il faut passer par un placement de CEF, que c'est déjà très compliqué à l'heure actuelle d'en trouver. Là, le sera d'autant plus. Et s'il n'y a pas de modification de la loi, comment on fait, nous, sur les mineurs de 14-16 ans, qu'on des parcours un peu compliqués? C'est une question importante et je m'en veux de ne pas l'avoir abordée dans mon propos, mais les questions sont là pour ça. Je l'ai dit, les CEF du secteur associatif habilité demeurent, tant que la loi n'est pas modifiée, et donc l'offre de placement pour les 13-16 ans va rester disponible. Je vais engager des discussions avec le secteur associatif pour voir dans quelle mesure les places qui aujourd'hui sont secteur public pour le segment, pour la tranche d'âge 13-16 ans, peuvent être ouvertes dans le secteur associatif habilité pour garder la même capacité qu'aujourd'hui, dont je sais qu'elle est déjà faible, mais elle est faible à peu près pour toutes les situations, malheureusement. Et puis j'ajoute qu'il est prévu d'ouvrir d'autres structures et notamment d'autres CEF. Les programmes engagés, c'est 8 autres CEF qui étaient inscrits dans la programmation d'ici fin 2027, début 2028. Ces structures vont ouvrir et donneront donc des places supplémentaires. La plupart relèvent du secteur associatif habilité, donc ça fait partie de nos discussions. Et comme ils ne sont pas ouverts, on pourra orienter, je pense, vers des offres 13-16 ans pour tenir compte du point essentiel que vous avez souligné. Au-delà, lorsque il sera mis fin juridiquement dans le Code de la justice pénale au CEF, la question, effectivement, se posera au législateur de savoir par quoi substituer le dispositif actuel.
là, c'est une réflexion qui est encore devant nous, mais qui n'a pas de nécessité immédiate puisque nous ne modifions pas la loi et qu'une offre restera disponible dans les prochaines semaines et les prochains mois. Allez-y. Monsieur, vous aviez la même question peut-être en fait. D'accord, très bien. Bonjour Monsieur le Directeur, Florentin Gabriel, juge des enfants au tribunal judiciaire d'Évry. J'ai entendu que le ministre avait été attentif aux études qui avaient été menées sur les CEF et qu'il en avait tiré les conséquences pour prendre cette décision. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la détention et qui sont pour le coup assez unanimes sur le fait que ça ne permet pas de prévenir la récidive, que ça ne permet pas de travailler à un projet de réinsertion. Est-ce que la prochaine étape, c'est aussi la fermeture des centres pénitentiaires ? Je n'irai pas au-delà de ce que le ministre a pu annoncer hier. Ça ne me revient pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les constats qui ont été faits encore récemment dans certains établissements pour mineurs ont conduit le ministre à dire publiquement et à nous demander, je dis nous parce que c'est conjointement bien entendu avec l'administration pénitentiaire, à réfléchir au modèle des EPM et à leur évolution, considérant que là aussi, le modèle, après 20 ans, un peu plus de 20 ans d'existence, avait vieilli, posé des difficultés, fonctionnait moins bien, disons-le carrément, qu'il y a quelques années. Quand je dis fonctionner moins bien, c'est-à-dire que la démarche caractéristique des établissements pour mineurs, le binôme éducateur-surveillant, de ce qui m'en a été dit, parce que je n'en suis pas témoin direct, mais des personnes ayant travaillé tant de l'administration pénitentiaire que de la PJJ dans ces établissements à certaines époques m'ont dit qu'il y avait eu un temps assez efficace, où le travail fonctionnait bien, où l'articulation fonctionnait bien. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, particulièrement à l'établissement pour mineurs de Marseille-la-Valentine. Mais un peu partout, on sent des difficultés. C'est difficile d'expliquer pourquoi quelque chose un binôme fonctionnait et ne fonctionne plus, mais il y a des questions sans doute un peu sociologiques, de profil de recrutement, de changement de société qui avance, qui évolue. Et donc, il faut qu'on réinterroge ce modèle. Donc, je ne dis pas que c'est modifier le nombre de places en détention ou l'approche de la détention, mais c'est en tout cas observer que quand ça ne fonctionne pas, il faut ouvrir des réflexions et envisager des changements. Cette démarche qui a conduit à la décision annoncée hier pour les CEF, elle est en cours pour les établissements pour mineurs et je ne peux pas préjuger des conclusions des réflexions en cours. L'inspection générale contribuera d'ailleurs à cette démarche. Il y a une question de madame. Bonjour, Stéphanie Val, juge des enfants à Aurillac. J'ai une question pour être sûre d'avoir bien compris la transformation des centres éducatifs fermés en UHC actuels avec le nouveau nom et donc la transformation de toutes les UHC actuelles sous la nouvelle dénomination. On est d'accord ? Et vous nous disiez qu'il fallait du coup passer par un placement sous contrôle judiciaire pour placer un mineur dans ces établissements automatiquement ou non. Pas Parce que sinon, je ne vois pas comment effectivement on va s'éviter de révoquer ces contrôles judiciaires et donc d'augmenter les mineurs en détention. Merci, ça permet d'être plus clair et plus précis. Non, le régime ne change pas. Le régime ne change pas, vous placez comme vous le souhaitez dans ces établissements. Je disais simplement que pour des mineurs dont peut-être votre jugement aurait été l'envoyer en CEF, plutôt que de dire, bon, à la place du CEF, j'envoie en détention, la directive du ministre sera, placez-le dans ces foyers renforcés, sous contrôle judiciaire, avec une dimension éducative. Mais uniquement pour cela. Les questions étaient utiles. Hein. Mon propos n'était pas clair ou pas complet. Et l'idée était bien de partager le plus clairement possible avec vous ces nouveautés, parce qu'elles sont quand même fortes. Et puis surtout, on va mettre des semaines et des mois à les mettre en œuvre. Donc on aura des temps d'échange et vos questions sont précieuses. Madame la Présidente. Bonjour, Muriel Aiglin, tribunal pour enfants de Bobigny.
Hier, le garde des Sceaux a évoqué ces nouveaux contrôles judiciaires avec une dimension éducative et aussi avec la possibilité d'interdire aux mineurs de sortir de l'établissement. Ça signifie qu'il sera suggéré de faire des contrôles judiciaires avec interdiction de sortir. Au sein de ces nouveaux établissements, pour une équipe éducative, de gérer un groupe de mineurs qui n'a pas le droit de sortir du tout et un autre groupe de mineurs qui est dans un système beaucoup plus libéral, ouvert, etc., ça ne va pas être facile. En tout cas, ça va demander de repenser un peu les pratiques éducatives dans ces établissements de placement. Est-ce qu'une nouvelle doctrine éducative est prévue ? Alors, c'est évidemment une bonne question. En réalité, ça se fait déjà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le constat, c'est que dans le réel, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Pas de façon généralisée, mais c'est fréquent. Et donc, les professionnels se sont déjà adaptés. Mais bien entendu, en faisant de cette situation de fait un principe et une orientation, il faut que ça se traduise par des pratiques professionnelles. C'est pour ça qu'il faut renforcer les effectifs et notamment avoir un professeur technique, parce que ça fait partie de la densification de l'action qui se fera à l'intérieur de l'établissement, puisque dans ces foyers, dans ces UHC, une bonne partie des activités se font à l'extérieur, dans des unités de la PJJ, et puis à l'école, dans des structures, dans les entreprises, pour ceux qui sont, par exemple, en apprentissage, etc. Donc, en effet, il y a un enjeu qui est aussi un enjeu immobilier. Il y a des foyers qui s'y prêteront plus que d'autres. Les anciens CEF s'y prêteront davantage que bien des UHC. Donc, on va travailler à être beaucoup plus clair sur la réalité de l'offre et de la capacité et j'allais dire le profil des différentes structures, des différentes unités judiciaires à priorité éducative. Et l'approche sera beaucoup plus nationale pour aussi faciliter votre travail et celui des éducateurs. Jusqu'ici, quand il s'agit de trouver une place, l'éducateur, en lien avec le juge, passe beaucoup de coups de fil. Beaucoup de coups de fil, parfois des centaines. Pour trouver une place, on va davantage partager l'information et organiser les choses pour clarifier l'offre, parce que tous les lieux ne pourront pas accueillir tous les profils. Ça, j'en ai l'intime conviction. Et notamment avec cette différenciation de régime de présence ou de capacité à sortir. Et puis, il faut aussi réduire la charge inutile des éducateurs qui passent vraiment beaucoup de temps à chercher des places. Donc ça fait partie des transformations qui vont s'opérer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et je précise, pour compléter, que je pense que vous serez amené parfois à décider qu'un jeune doit être dans un lieu de placement et sans autorisation de sortir. Mais en même temps, peut-être que justement, ce ne sera pas si souvent le cas et que vous pouvez, grâce au contrôle judiciaire, beaucoup plus qu'avec un CEF, définir le bon régime et le faire évoluer au fur et à mesure en lien avec les éducateurs. Et je trouve qu'il y a là une souplesse qui peut être une ressource éducative, une ressource dans l'accompagnement du mineur. Et donc, je me projette dans un système où demain, il n'y aura pas forcément tant de mineurs à qui on dira, au titre de leur contrôle judiciaire, c'est interdiction absolue de sortir. Je pense que des régimes de sortie encadrés, adaptés, liés à son comportement et à sa démarche seront plus intéressants éducativement que le régime actuel des CEF, où quand même il n'y a pas beaucoup de marge pour les éducateurs et même pour les juges dans le suivi du mineur. Ce n'est pas la révolution, mais ce sont des changements qui sont quand même importants et qui vont mériter beaucoup d'attention, de concentration, de travail, de dialogue. Et c'est ce qu'on engage à la PJJ à partir de cet instant et qui se fera progressivement beaucoup au cours du premier semestre de l'année 2026. Et il faudra notamment qu'on définisse un moment où on change la nature juridique des CEF publics, où on les requalifie en unités judiciaires à priorité éducative et qu'on cesse donc d'envoyer
des mineurs au titre de placement en CEF. Pour pouvoir purger les placements en cours qui sont en moyenne de 4 mois, 6 mois maximum, et éviter que du jour au lendemain, on soit obligé de dire on déplace, enfin, on fait changer de lieu de placement des mineurs. Il faut qu'on fasse ça avec une logique de biseau et de transition. Et donc, à ce stade, on envisage que ce biseau commence vers le mois de mars et puis s'achever à l'été, afin qu'à la rentrée, on ait pu faire les mouvements de personnel dans le cadre du mouvement estival, parce que c'est ce qui désorganise le moins les professionnels et leurs familles, et que le système soit complètement en place en septembre. Donc d'ici là, c'est beaucoup de travail, de dialogue, de travail sur les pratiques professionnelles. Il y a du boulot. Madame. Et puis après, il faut vraiment que j'y aille. Si je décidais cela, je connais le débat et vous avez raison, hein, si je décidais cela, je dirais instantanément qu'on retire un 6e des places, 2/12e des places disponibles. Ce serait quand même difficile à porter, et j'assumerais aussi que d'ailleurs le coût de tout ça augmente dans la même proportion. Ça me paraît difficile. On travaille plutôt sur des approches d'intégration de places diversifiées dans ces unités ou de chambres qui ont un peu plus d'autonomie et de responsabilisation des jeunes. Ce qui permet de gérer mieux l'équilibre entre un groupe qui peut atteindre 12, mais qui ne vit pas à 12 en groupe. Et de ce point de vue-là, le statut d'UHC, même si on va le requalifier UJPE, mais là-dessus, ça ne changera pas, offre plus de souplesse que le CEF qui est défini par la loi et dont on ne peut pas changer, dont on ne peut pas varier et s'éloigner. Le mot d'ordre, c'est l'adaptation. Je n'ai pas évoqué le fait que le ministre nous demande aussi d'envisager des spécialisations de profils dans certains établissements. On va beaucoup plus s'appuyer sur des projets de service. Aujourd'hui, il y a des projets de service dans ces unités, mais comment le dire sans être trop brutal ? Ces projets de service, c'est quand même un petit peu pour la forme. Voilà. Demain, je souhaite vraiment qu'on renforce les responsabilités des acteurs locaux. Ils sont là pour s'adapter aux besoins des mineurs, à la réalité des territoires, au partenariat, au travail qui doit se faire, comme toujours, en confiance avec vous, les juges des enfants. Et donc, il faut leur donner des marges de manœuvre pour construire des projets de service qui soient clairs, qui soient liés aussi à l'infrastructure dont ils disposent. Ça n'a aucun sens de dire que tout est toujours pareil. À la PJJ, on a beaucoup centralisé et beaucoup uniformisé. Alors, il y en avait besoin parce que je crois que c'était assez coloré, varié, diversifié. Donc, on a structuré il y a 15 ans. Je pense qu'on peut passer un palier de maturité, redonner un petit peu la main aux professionnels de terrain pour adapter leurs réponses. Mais ça suppose aussi que cette réponse, elle soit très claire, bien identifiée, connue de vous, et qu'on puisse, avec plus de transparence qu'aujourd'hui, vous dire où sont les places disponibles. Voilà. Ça demande du dialogue, tout ça, donc je vais m'y atteler dans les prochains mois, et j'espère qu'on se reverra dans quelques mois et que les choses auront progressé autant qu'il est possible. Il faut être modeste, ce sont des grandes institutions, il y a beaucoup d'expérience, beaucoup d'ancrage dans l'histoire, et c'est tout à fait précieux parce qu'on a besoin de cette expérience accumulée, mais en même temps, si on reste immobile, on se met véritablement en danger. La société évolue, les attentes évoluent, les mineurs ne changent pas complètement dans leur comportement, bien entendu, mais ils sont exposés à des menaces qui elles-mêmes se transforment, donc notre réponse doit s'adapter. C'est le sens de l'action que j'essaierai de porter dans les prochains mois. Merci beaucoup.